Alex. Michel, Oui. cinquantenaire du Télégramme, et je ne dirais qu'une chose, souvenez-vous. En ce temps-là, j'avais 20 ans, et toi t'en avais presque autant. T'avais un parfum de verveine et de grenades lacrymogènes. Et puis, surtout, tu me prenais pour Verlaine. Alors soudain, ça a été nous. Tignes, Val d'Isère, l'Espace-Kili. Retour sur le plateau de la grande famille dans les locaux du Télégramme de Brest. Regardez, j'ai... Oh, Alex. Bonsoir, habitants de Morlaix. Je t'aime, Michel. Merci Madonna. Ce que j'ai en main, c'est le Télégramme de Brest et de l'Ouest. C'était le lundi 18 septembre 44. Le Télégramme fête cette année ses 50 ans. Alors le Télégramme de Brest, c'est 16 éditions publiées chaque jour. C'est 36 tonnes de papier utilisé. Puis c'est des hommes et des femmes qui le font, qui le fabriquent, qui l'écrivent, qui le lisent. Et c'est avec eux que nous allons parler de ce qu'est un quotidien régional, puisque telle est l'appellation qu'on donne à ces journaux. Bien que la différence entre presse nationale et régionale, on le sait, soit une différence qui fait couler beaucoup d'encre, y compris dans la profession. Marcel Kivigère, bonjour, vous êtes secrétaire général de la rédaction. Vous êtes entré au Télégramme en 81, presque par hasard. Oui, presque par hasard. J'étais... je travaillais pour une carrière et qui ne s'est pas produite, et j'ai eu un moment un ras-le-bol des bibliothèques et des dalloz étalées et de manque de vie du travail universitaire. Et j'avais vraiment envie de travailler dans ma région et de trouver un travail qui mette en contact avec cette région. Et par hasard, par petite annonce dans le Télégramme, ma mère a un jour opéré une recherche d'emploi. J'y ai répondu sans trop le rechercher. Le journalisme ne me passionnait pas spécialement, et je suis rentré. J'y ai travaillé pendant 6 mois. Je dirais que ça ne me passionnait pas extraordinairement. J'ai eu un déclic à un moment quand je me suis retrouvé seul dans une rédaction à Douarnenez, à remplir 1 page par jour dans une ville que je ne connaissais pas. Et là, vous avez commencé à goûter la chose. Et là, j'ai trouvé ça extraordinaire, car ça m'a obligé à sortir de moi-même et d'aller à la rencontre des gens, de haut niveau ou de bas niveau, des gens de tous les jours, la vie quotidienne, et de m'imprégner de cette vie quotidienne de la région. Et là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et là, ce jour-là, au bout de 3 jours, je me suis dit, j'ai trouvé mon métier, je le garderai toute ma vie. Vous étiez localier alors, puisque c'est l'expression qu'on emploie. Vous êtes resté localier 6 ans? J'ai fait beaucoup de choses au journal. Oui, j'ai travaillé dans les locales durant 3-4 ans, et je crois que c'est l'expérience la plus riche de mon parcours professionnel, car c'est la plus difficile aussi. C'est très dur, c'est très tôt le matin, très tard le soir, et une difficulté à pouvoir passer, je dirais, partout, c'est-à-dire passer dans les arrière-fonds de salles de restaurants, d'aller dans une réunion syndicale et de passer quelques heures après dans le bureau du préfet. C'est-à-dire, c'est cette capacité à être à l'écoute de tout le monde et d'observer la vie qui se passe dans cette région et de se faufiler partout. C'est un poste d'observation privilégié, vous avez le sentiment ? Extraordinaire, surtout dans une région qui bouge beaucoup comme la nôtre. Nous avons la chance de vivre dans une région qui se bagarre, qui se bat pour sa survie. C'est pas toujours évident. Il y a des hommes extraordinaires dans notre région qui se bagarrent, et ça, c'est très sympa d'être autour d'eux et de les observer, et s'il le faut, de les aider dans leur combat. Mais en même temps, les rapports que les gens entretenaient avec vous quand vous étiez localier, parce que vous êtes aussi le représentant du journal, donc on ne vous dit pas tout, à votre niveau aussi, vous ressentez les manipulations possibles, les informations qu'on donne mais qu'on ne veut pas garder, etc. Tout à fait, c'est évident. Et j'en discutais avec un ami qui est journaliste à Paris, et je crois que couvrir un conseil municipal dans une toute petite commune, je crois que c'est peut-être encore plus difficile de couvrir un conseil des ministres. Car il y a tellement d'enjeux. Surtout en ce moment, vous avez raison. Il y a tellement d'enjeux dans les locales, il y a tellement de poids, et en plus la difficulté, c'est qu'on rencontre nos lecteurs. C'est-à-dire le lendemain matin, quand on redescend dans la ville, vous avez des comptes à rendre. Ah ben bien sûr, quand on va au café, prendre le petit café et lire le journal, on rencontre nos lecteurs et les gens qui nous ont donné des informations ou sur lesquelles on a écrit. Donc il faut pouvoir les rencontrer face à face, très honorablement. On n'a pas à être flagorneur vis-à-vis d'eux, on a à être juste. Et la possibilité, c'est de pouvoir les rencontrer le lendemain matin, honnêtement. Et votre travail aujourd'hui de secrétaire général de la rédaction, j'ai dit qu'il y avait 16 éditions, ça veut dire qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui doit gérer un petit peu l'unité de ces 16 éditions,
c'est votre rôle? Oui, nous sommes une équipe, hein, c'est un peu collégial, nous sommes une équipe, il y a Jean-Claude Cazenach qui est rédacteur en chef, on sommes à 3 secrétaires généraux et les différents chefs de service, et notre travail effectivement de coordonner et d'essayer d'un peu de tirer la qualité du journal et d'essayer de repérer un peu les choix rédactionnels du journal et d'essayer d'en faire un journal très moderne et visuellement très moderne. Merci Marcel de votre témoignage. Robert Le Goff, vous êtes marié, vous avez 3 enfants et vous êtes responsable de la rédaction de Quimper et du Sud Finistère. Alors vous êtes rentré dans ce journal, vous aviez 15 ans et vous étiez linotypiste. Oui, c'est un parcours assez curieux pour un journaliste, mais c'était une autre époque. Ces locaux où vous vous trouvez aujourd'hui ne ressemblent pas du tout à ce que le journal pouvait être à l'époque, et la société était aussi très différente. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens, un directeur certainement, un rédacteur en chef aussi, qui avait repéré à l'atelier de composition un jeune arpète, comme on disait, hein, tout simplement, qui s'intéressait à ce qu'il faisait, non seulement sur le plan technique, mais à ce qu'il composait, à ce qu'il mettait en page, enfin au travail, à l'actualité. Et je me souviens fort bien de ces discussions avec le rédacteur en chef de l'époque, qui descendait au marbre. Il faut savoir que dans un journal, il y a une très grande complicité entre les différents métiers. Quand je parle de métier, ça veut dire des corporations qui se fréquentent, qui se côtoient, chacune a sa mission, et il y a une grande fraternité entre elles. Or, ce qui a permis, et ce qui explique peut-être que ce rédacteur en chef a pu bavarder avec le petit apprenti que j'étais. Il s'est dit, bien, ce garçon, il est peut-être intéressant, peut-être pourrait-on lui donner sa chance. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais pour le petit jeune homme que vous étiez, avec une enfance rurale à Douarnenez, qu'est-ce que ça représentait, le Télégramme de Brest? Elle n'était pas si rurale que ça. Elle était à l'image de ce qu'était l'époque, simplement. Le Télégramme, ça représentait ça représentait d'abord le travail de mon père, qui était chauffeur de nuit. Donc je suis tombé dedans, tout petit, hein, c'est sûr. Le journal, j'en ai respiré l'encre fraîche tous les matins quand il rentrait de route, de tournée. C'était très dur. C'était une époque très dure pour tous les employés du journal. Et à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Les seuls moyens d'information que nous avions étaient bien sûr le journal écrit, le quotidien, notre quotidien, celui qui venait tous les matins à la maison, la radio un peu bien sûr. Mais le journal a été un moyen de culture extraordinaire pour des tas de gens. Puis après, bon, bien sûr, on va à l'école. Alors vous êtes devenu journaliste, mais on vous avait fait une dictée pour devenir journaliste. Oui, ça c'est une anecdote assez curieuse. Bernard Pivot serait comblé. Oui, mais elle n'était pas facile, hein, si je me souviens bien. Qui c'est qui voulait vous faire une dictée? C'était le directeur de l'époque, monsieur Marcel Coudurier, qui exigeait que tout apprenti linotypiste subisse cette épreuve. Alors on prenait un article d'un chroniqueur maritime qui s'appelait La Bertaudière, je crois. C'était des textes truffés de termes techniques, c'était très bien écrit, mais c'était pas facile du tout. Et c'était un test, si on passait le test de dictée, c'était bon. On fait encore pour être apprenti linotypiste, attention, pour être apprenti linotypiste, pas journaliste. Ah bon. C'est autre chose. Vous avez dans votre carrière, vous êtes parti un moment, vous avez fait la guerre d'Algérie, et quand vous en êtes revenu, vous avez retrouvé votre place au Télégramme de Brest. Oui, parce qu'on me l'avait gardé au chaud, hein, tout simplement, et ça, je ne saurais jamais trop remercier la direction du journal d'avoir attendu que je vienne à mon heure et que je sois capable d'exercer ce métier, parce que c'est vrai que quelqu'un qui passe d'un atelier de composition au métier de journaliste n'est pas forcément le mieux disposé. Il lui manque quand même ce que donne la chance de suivre des études longues. Et, il a fallu apprendre, il a fallu faire avec, comme on dit, mais cela dit, la rédaction en chef et la direction m'a laissé cette chance je suis venu tranquillement. Et puis, vous étiez au sport, c'est ça? Alors j'ai été aux informations générales, puis après ça, comme j'étais peut-être un peu turbulent, que je m'ennuyais un petit peu assis sur une chaise, une place s'est dégagée au sport, et j'ai passé après ça 25 ans à la rédaction sportive. Et là maintenant, votre métier consiste en quoi? À 50 ans, comme j'avais encore probablement des fourmis dans les jambes,
Monsieur Coudurier, notre directeur, m'a proposé une place de responsable des rédactions du Sud Finistère basée à Quimper. J'ai accepté, c'est une autre aventure, mais je vous renvoie à ce qu'a dit tout à l'heure Marcel Kivigère. J'ai découvert le métier, vraiment ce qu'est le métier dans un journal régional, les servitudes, mais la beauté, et puis c'est un métier passionnant. Le métier localier est un métier passionnant. Merci Robert. Anne Guillard, c'est une sorte de court-circuit de génération de journalistes. Vous êtes célibataire et vous êtes rentré, vous, il y a 3 ans. Donc vous êtes une petite nouvelle par rapport à Robert. Qu'est-ce que ça représente de rentrer au Télégramme de Brest ? Eh bien oui, moi je suis rentrée il y a 3 ans en posant une candidature spontanée en fait, directement au Télégramme parce que je me sentais des affinités avec un journal. Je suis finistérienne et bon, c'est le journal du Finistère. Donc ça a correspondu à un retour au pays aussi. Voilà, oui. J'ai essayé d'aller à Paris. J'ai commencé le journalisme par le biais du bateau en faisant des piges sur la voile, dans des revues nautiques. Et puis, au bout de 2 ans, je supportais plus Paris. Le cri des mouettes me manquait. Je me suis dit... Ça, il faudra que vous l'expliquiez à Alex Devoise en détail. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer Paris, parce que lui, il a du mal. Oui, non, Paris, j'arrivais pas à m'y faire. J'avais pas été élevée à Paris et j'avais vraiment beaucoup de mal. Alors là, vous travaillez à Vannes, c'est-à-dire vous travaillez sur une rédaction qui vient d'ouvrir. Voilà, alors là, c'est particulièrement intéressant parce que le Télégramme a lancé une nouvelle édition à Vannes il y a un peu plus d'1 an. Donc, il y a tout à faire, il y a tous les gens à rencontrer, il faut qu'on se fasse une place là-bas. On a un concurrent sérieux, ce qui est d'autant plus motivant. C'est Westland, on peut quand même le citer, soyons sport. Ouais. Donc, surtout qu'il ne paraît pas aujourd'hui, donc ça ne vous porte pas trop préjudice. On a des lecteurs à convaincre les uns après les autres. À rencontrer, c'est passionnant. Je crois que c'est une expérience unique pour un journaliste ou un jeune journaliste que de participer au lancement d'une édition. Alors, évidemment, vu de Paris, Vannes, Morlaix, Quimper, Brest, ça a l'air très très près, comme quasiment la même ville, mais vu d'ici, pas du tout. Et j'imagine, par exemple, quand vous êtes à Vannes, est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu isolé, un peu loin du centre de décision qui est à Morlaix ? Est-ce qu'il y a des problèmes de distance, à la fois géographique et symbolique ? Il n'y a pas de problème de distance. C'est vrai que Vannes, par rapport à Morlaix, c'est un peu la Côte d'Azur de la Bretagne. Je crois qu'il y a beaucoup de journalistes qui nous envient pas mal d'être à Vannes. Vu de Paris, ça reste la Bretagne, mais je pense que c'est pas le même contexte que le Finistère. Les gens ne sont pas les mêmes. On ne peut pas travailler exactement de la même façon que dans le Finistère, où le journal est quand même implanté depuis très longtemps. À Vannes, il faut se faire connaître et on ne travaille pas du tout de la même façon. Et c'est beaucoup d'investissements, c'est des horaires un peu démentiels, oui, c'est beaucoup de rencontres avec des gens. C'est des horaires élastiques, c'est des journées bien remplies. C'est vrai qu'on ne compte pas nos heures. La rédaction de Vannes est composée de jeunes journalistes qui ont le temps de s'investir et puis de donner, et puis qui y croient surtout, qui croient qu'ils peuvent faire connaître le journal là-bas et qu'ils ont quelque chose à apporter. Merci Jean-Claude Castelin, vous êtes le rédacteur en chef du Télégramme de Brest. Vous travaillez dans ce journal depuis combien de temps ? Depuis 31 ans. Je suis un des 2 rédacteurs en chef. Il y a un rédacteur en chef politique qui est Hubert Coudurier et moi je suis le rédacteur en chef du siège, si vous voulez. Et alors comment on arrive à, on en parlait tout à l'heure, on l'évoquait, à gérer finalement cette multitude d'informations, parce qu'il y a un nombre considérable de gens qui travaillent pour vous. Il y a peut-être il y a 140 journalistes, je crois. Il y a 140 journalistes. Femmes, on a 400 correspondants. Oui, 400 correspondants actifs. C'est énorme à gérer rédactionnellement, j'imagine. Mais chacun, vous savez, ici, tout le monde sait ce qu'il a à faire, comme j'ai vu votre équipe se mettre en place tout à l'heure. Et vous trouvez ? Ah bon, c'est gentil. Ouais. Chacun a un travail. Toujours, bon. Nous avons une organisation. C'est une blague. Nous avons une organisation, chacun a une tâche précise. Il y a un secrétaire général qui s'occupe des correspondants en particulier, et Marcel Kivigère s'occupe par exemple de la qualité de la copie. Donc chacun sait ce qu'il a à faire, tout le monde est à sa place. On travaille, je dirais pas tranquillement, mais tout se met en place normalement. Mais ça, c'est le fruit de 50 ans de travail, si j'ose dire. Hein. Le journal a beaucoup évolué dans sa conception, dans la représentation, dans ce qu'il représente pour les gens. Le journal a évolué en apparence. Je veux dire par là que, bien sûr,
sûr, quand vous prenez le numéro 1, vous voyez, il fait 2 pages. Aujourd'hui, on pagine facilement à 32, 34, 30, même jusqu'à près de 40 pages. Mais dans le fond, je dirais que le télégramme n'a jamais changé. Parce que le télégramme, c'est la Bretagne au service des lecteurs. Nous, notre devise, c'est tout ce qui est bon pour la Bretagne est bon pour le télégramme. Donc, nous pensons à nos lecteurs et les pages locales. Nous avons, quand vous pensez que dans le Finistère, nous faisons 10 éditions différentes, c'est-à-dire que chaque village, nous avons un secrétaire général qui pointe tous les jours toutes les communes qui paraissent, parce que si on s'aperçoit au bout de quelques jours qu'une commune a disparu, on s'inquiète de savoir pourquoi, parce qu'on sait que les lecteurs, eux, s'en apercevront. Et donc vous maintenez une sorte d'équilibre comme ça et d'équité finalement dans le traitement de l'information locale. Tout à fait. On essaie un journal, c'est un patchwork. Les lecteurs lisent tout. Mais nous savons très bien que notre fonds de commerce, ce sont les informations locales. Et vous avez vu avec quel enthousiasme les journalistes parlent de leur travail dans les locales. Bon, il y a les gens qui sont sur le terrain, mais il y a aussi les gens qui, à Morlaix, les secrétaires d'édition qui font un travail plus obscur, mais qui mettent en valeur ces informations-là. Donc c'est un travail d'équipe d'un bout à l'autre. Merci. Alors, on va évidemment continuer dans la deuxième partie de l'émission à scruter un petit peu les différentes réalités de ce journal, avec notamment ceux qui le lisent et puis les correspondants du Télégramme. Mais pour l'instant, avant le journal, on va vous laisser la parole, Martine Moléon, pour un SOS Campagne, dont j'imagine qu'il va être un petit peu fourni. Et... Oh là là, ce Mano Solo. Agnès Michaud, bonjour. Bonjour. Bonjour Agnès. Alors je vais vous dire un truc, la proximité du télégramme, c'est vraiment pas bidon, parce que moi je suis allée au courrier des lecteurs, et le courrier des lecteurs au Télégramme de Brest, c'est à peu près 10 000 lettres par an, et surtout concernant la vie quotidienne, c'est-à-dire pas de lettres politiques, ni de réactions sur des articles, pas du tout, la vie quotidienne. Alors moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de feuilleter un peu l'album de famille des lecteurs du Télégramme de Brest à travers le courrier. Alors c'est des petits morceaux choisis, souvent drôles, insolites, mais qui en tout cas sont toujours la preuve que le télégramme, il fait vraiment partie de la vie des gens. Alors pour commencer... Vous avez envie d'avoir une chronique au télégramme. Allons-y. Pour commencer, voici un bel exemple de l'étendue des demandes à la paroisse Saint-Yves. Par exemple, on veut savoir depuis quand on n'enterre plus dans les églises. Jusque-là, ça paraît normal, mais aussi la recette de la confiture de kiwi, ce qui est plus surprenant. Dans un autre registre, on demande beaucoup d'adresses. Ces baladures qui arrivent en tête au hit parade. Alors l'adresse valable pour ceux qui ne se seraient pas encore fendus d'un petit mot, au moins jusqu'en mai 95. Adresse toujours un certain monsieur X, très bizarre, de Chamalières, voudrait écrire à Gorbatchev. Moi, je l'ai reconnu, Valérie, là. Mais je le disais en préambule, le plus important au courrier du télégramme, c'est la vie de tous les jours. Et c'est fou, Michel, ce que la vie est compliquée. Se protéger des agressions, trouver des flûtes allant au lave-vaisselle, des casquettes taille 63, se faire interdire de casino, défeutrer ses pullovers parce que tout fout le corps, Michel, même les pullovers, ou encore trouver un nom pour Médor qui a eu la mauvaise idée de naître une année en J. Bref, je vais vous le dire, le quotidien, quand on voit le courrier, c'est carrément l'enfer. Mais, Bretagne oblige, une lectrice sans doute de Ploumazout ou Trégasoil n'oublie pas le mot cocadis. Mais ce qu'elle oublie, c'est qu'au courrier, on a beau tout savoir, on ne devine pas encore les adresses, alors n'oubliez pas. Au service du courrier, toujours, on a de la culture et on a réponse à tout. On assure en calcul, en problème de dessous de bras, mais aussi en nettoyage de peau de mouton ou en encadrement de puzzle. Je peux vous dire que les dames du courrier, elles ont intérêt à être vachement calées en bricolage parce que les demandes à ce sujet, plus précises, tu meurs. Vous voyez, lanterne métallique, 14 sur 14, ça rigole pas. Proximité encore, et ça pour moi c'est vraiment le plus intéressant, c'est que le télégramme c'est aussi la carte Michelin du breton, qui est un indigène sympathique au demeurant, mais qui a tendance à voyager un peu compliqué. Exemple, comment se rendre à Lisieux en passant par Briouze, départ de Saint-Brieuc, retour de Lisieux, sans passer par Briouze, sans toucher 20 000 francs, etc., etc. Enfin bon, grâce au courrier du Télégramme de Brest, on découvre aussi que les Bretons aiment chanter, à tel point que la rubrique chanson occupe une place de plus en plus importante dans la page du courrier des lecteurs. Là encore, quand on a juste les premiers mots d'une chanson, genre « Curé s'en va au bois cueillir des violettes », je peux vous dire qu'il faut une sacrée documentation pour pouvoir répondre. Alors les lecteurs viennent en aide aux lecteurs. Du coup, de Marie Dubas, ça va se trinquer chez les Pennes-Sardines, pardon pour l'accent, on collectionne des centaines de chansons dans les bureaux du Télégramme. C'est extraordinaire. En France, Michel, on dit que tout finit toujours par une chanson. Eh bien, je vous propose encore mieux que ça, parce que grâce au journal, jeune Roumaine cherchant correspondant a quand même trouvé un Breton à marier. Et si ça, ce n'est pas de la proximité, eh bien, chiche, je mange mon micro. Eh bien, voilà. Non, on va pas vous imposer ça. Merci. Elle a trouvé son breton. Et oui, ils sont mariés, ils ont invité les dames du courrier à venir au mariage. Et la jeune portugaise aussi. Je dis ça parce que Christine Aguillot est d'origine portugaise et elle est correspondante du Télégramme de Brest, de Pont-Aven et Nison. Oui. Depuis quand? Depuis 1 an et demi maintenant.
Comment c'est venu? Comment ça s'est passé? Je viens de la région parisienne, on avait marre de la vie là-bas et on avait de la famille à Pont-Aven, on a tout claqué là-bas pour venir ici, quoi. Et avec un petit peu l'idée que vous pourriez travailler pour un journal? Ah non, pas du tout, on est parti comme ça. Et alors comment ça s'est fait? Pour le journal, c'est par le bouche à oreille. Et puis Robert est venu à la maison, on a discuté. Qui c'est Robert? Monsieur Le Goff. Ah bah ouais, Monsieur Le Goff. Tout le monde ne sait pas que vous l'appelez Robert, hein. Et ça s'est fait très vite en fait. Vous faisiez quoi dans la région parisienne? Parce que ça, je travaillais dans un cabinet de détective. De détective privé? Oui, mais on était dans le milieu financier. Et donc finalement vous êtes passé des détectives privés à correspondante du Télégramme de Brest, c'est le même métier? Plus ou moins. Ça ressemble beaucoup. On recherche toujours donc les nouvelles, les informations. Donc vous êtes en recherche permanente de contacts, d'infos, Je suis au niveau local, donc automatiquement c'est 24 heures sur 24 si on peut dire. C'est vous qui allez beaucoup vers les gens ou les gens viennent à vous? C'est les deux. Dès qu'il se passe quelque chose, les gens m'appellent à la maison ou dès qu'ils me rencontrent dans la rue. Vous êtes vraiment Madame le Télégramme de Brest? Ah oui, quand je vais dans les écoles, on me présente Madame le Télégramme. Et ça me fait toujours rire. Et alors le fait que vous soyez d'origine portugaise, ça a été un handicap, une aide? J'avais peur au début parce qu'on dit tout le temps, les Bretons, il y a toujours un problème de racisme. C'est vrai, j'ai eu peur quand je suis arrivée ici. Mais c'est surtout avec les Normands, plus qu'avec les Portugais. On m'a toujours dit, mais bon. Et j'ai pas eu de problème, j'étais très bien intégrée. Et c'est vrai que le fait de travailler pour le journal, ça m'a ouvert toutes les portes en fait. Vous gagnez pas lourd, on peut le dire, puisque toute la hiérarchie du journal est là, donc c'est peut-être le moment. Vous gagnez pas lourd? Non, mais... Dites combien vous gagnez, sauf si ça vous gêne. Oui, je préfère ne pas le dire. Pas beaucoup. Mais... Moi qui le sais, je peux vous dire pas beaucoup. Non, donc c'est pas pour l'argent. On peut pas faire ça pour l'argent, c'est plutôt une passion. Pour moi, c'est devenu une passion, j'ai besoin de ça pour vivre, quoi. Alors moi je peux dire quand même, mais sous votre contrôle, est-ce que c'est vrai qu'une photo est payée 28 francs, un communiqué 2 francs, une info importante 100 francs, les primes mensuelles 50 francs pour frappe de texte, 100 francs de frais de liaison gendarmerie et 50 francs déplacement dans les mairies. C'est ça à peu près le tarif pour les correspondants, pour les correspondants? Oui, c'est exact, oui. C'est vrai que ça fait pas lourd, mais en même temps, ça paraît très peu quand on voit ces chiffres, mais quand on les additionne sur 400 correspondants, ça représente sur une année un budget énorme pour le Télégramme. Le Télégramme consacre énormément d'argent à ses correspondants. Marcel, comment on arrive à ce qu'un journal comme ça vive? Parce que nous, ce dont on a l'impression, à la fois en préparant l'émission et en la faisant, c'est qu'il y a une vraie collectivité, quoi. Il y a une vraie âme de ce journal. Puis en même temps, c'est des correspondants extrêmement éparpillés, c'est un cloisonnement, c'est une grande division du travail. Comment on arrive quand même à ce que ça vive et que jusqu'à la correspondante de Pont-Aven, vraiment on se sente partie prenante d'une aventure collective? Je crois qu'il y a d'abord un esprit journal. On est dans une grande famille, pour reprendre votre titre de votre émission. C'est une grande famille. Et donc quand on y rentre, on se retrouve dans cette famille, on se retrouve dans un ton journal, dans une politique rédactionnelle qui est de chercher de l'info à tous les niveaux, tant au niveau régional qu'au niveau départemental ou au niveau local, avec une même démarche vis-à-vis de l'information, c'est-à-dire une information de qualité, une information qui est, je dirais, d'enquête, de travail, de rechercher, d'avoir un regard très observateur sur la vie quotidienne, tant en matière régionale qu'en matière locale. Et donc je dirais que les correspondants s'inspirent aussi de ce que font les journalistes, et les journalistes ce que font les autres journalistes ou les autres rédactions. L'expérience dont vous parlez, Anne, tout à l'heure, d'une expérience comme la rédaction de Vannes, qui est très novatrice, qui travaille dans une région où n'existe pas, où on apporte la pluralité de l'information, ça les oblige à se bagarrer et à trouver de nouveaux tons, et ben cette locale, elle est regardée par tous les autres localiers. Car ils vont y piocher les idées. Vous avez l'œil fixé sur le gros concurrent Ouest France? Bien sûr, parce qu'il est de grande qualité, et donc il nous oblige, nous aussi, à nous dépasser. Alors vous travaillez sur la différence, un peu comme certaines chaînes de télévision travaillent sur la contre-programmation? Non, on dirait qu'on travaille d'abord vis-à-vis de notre propre politique rédactionnelle, et en les observant complètement tous les jours. C'est-à-dire qu'on est quand même des observateurs très attentifs d'Ouest France, et notre difficulté, c'est d'être à la fois nous-mêmes et d'être à la fois meilleurs qu'eux. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous reconnaîtriez qu'ils sont plus forts que vous? Oui, je pense. Oui, il y a des points où je dirais qu'en politique internationale, ils sont parfois plus forts que nous, mais parce qu'ils ont plus de moyens, ils ont une autre optique. Et dans le Grand Ouest, puisqu'ils parlent beaucoup de la région de Nantes, beaucoup de la région du Caen, effectivement, dans cette globalité, ils sont plus forts que nous dans la notion de Grand Ouest, notion qui ne nous intéresse pas et qui, je pense, n'intéresse pas trop nos lecteurs, qui sont bretons. Donc, je veux dire, dans cette optique-là, ils sont effectivement meilleurs que nous.
Est-ce que, alors il y a une grande spécificité, c'est la distribution par porteur. C'est-à-dire que le Télégramme est un journal qu'on trouve vraiment chez soi et qui va vraiment jusqu'au lecteur individuel et singulier. À 3h du matin dans leur boîte aux lettres. Et comment ça, c'est quoi comme organisation? Ça semble invraisemblable. Je dirais que c'est un travail extrêmement organisé. C'est vrai que nous aussi, ça nous dépasse le soir quand on est au rotatif, comme vous étiez hier soir, en se disant que 1 heure ou 2 heures après, c'est extrêmement impressionnant. Ils vont se retrouver ces journaux au détail partout, quoi, dire dans les communes les plus éloignées du journal. Je crois que c'est une organisation extrêmement rigoureuse, extrêmement organisée, et qui est une sorte de maillage un peu comme une toile d'araignée, où chaque point hérite d'autres points, et effectivement tout est lié, du distributeur, du porteur, du gars qui va se lever très tôt le matin pour prendre le journal au camion et le distribuer avec son vélomoteur, du café qui va le vendre très tôt le matin pour le petit déjeuner. Mais c'est une logique complète de grande famille, je dirais, depuis les gens qui vont démarcher les nouveaux lecteurs jusqu'au moment où on va porter, on est tous des maillons là. Et donc c'est assez beau de savoir que dans la nuit, comme ça, dans la nuit bretonne, il y a toutes les nuits des gens qui sillonnent le pays. Oui. Pour votre journal. Absolument, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Et je dirais qu'avec pas mal de journalistes, on a tous ce plaisir de venir ici aux rotatives, le soir, sous le coup de minuit, quand le journal part, car il y a une grande émotion. Il y a à la fois un journal fini, et il y a un autre travail de distribution qui commence. Et c'est vrai que c'est l'une de là. Frédéric Leluard, vous avez un BTS de communication et de publicité, et vous habitez Lannion, et vous êtes prospectrice pour le Télégramme depuis août 94, donc c'est tout récent. Ça consiste en quoi, être prospectrice? Alors, c'est-à-dire prospecter, je sens la réponse déjà. Moi j'ai des secteurs bien définis. Je dépends de la rédaction, moi, de Guingamp. Donc, on me donne des listings avec les gens qui sont déjà portés, donc qui ont leur journal tous les jours avant 7h dans la boîte aux lettres. Et donc, moi, par rapport à ça, je suis les porteurs. J'essaye de pas quand même trop les éloigner. Et puis, je vais voir qui lit quoi, en fait. Je demande aux gens ce qu'ils lisent. Pourquoi ils lisent plus un que l'autre, qu'est-ce qu'ils aiment dans notre journal, comment ça se passe. Et puis, j'essaye de les faire venir chez nous, en fait. Vous avez été engagé comment? C'était un entretien? Ça a été un entretien. Ça a été par hasard aussi. Mes parents lisent le Télégramme. J'ai répondu à une annonce. Je me suis présentée à Brest mi-juillet. Et puis là, on a eu un entretien écrit le matin, oral l'après-midi avec monsieur Simon, plus un monsieur qui tient un cabinet de recrutement à Quimper. Et puis ça s'est... Il y avait des tests? Il y avait un test le matin. Il y avait un test un petit peu psychotechnique comme à l'armée, si vous voulez. Des questions, 187 questions comme ça. Une question en combien de temps? En 35 minutes. 187 questions en 35 minutes. Je vais faire passer le texte à Alex Devoise un jour. On va se marrer. Je vous donnerai les résultats en direct. 180 minutes. Et alors, votre métier, ça consiste quand même un petit peu à forcer la porte des gens, quoi. C'est ça, on viole un petit peu l'intimité des gens finalement parce qu'on rentre chez eux. Bon, c'est pas toujours facile de rentrer, Bon, les gens ont quand même confiance vu le produit. C'est vrai que vendre du journal, c'est quand même plus facile que vendre X et X choses. Donc, une fois qu'on est rentré, les gens se sentent en confiance. Ça y est, ils nous dévoilent un petit peu leurs histoires et puis ça passe bien. Et vous êtes dans l'ensemble bien accueillis, c'est-à-dire le Télégramme a une belle image, une bonne image? Voilà, moi j'ai la chance d'avoir un secteur où le journal est vraiment très connu, les gens l'apprécient beaucoup et ça se passe très très bien, quoi. On va peut-être laisser la dernière parole au lecteur, puisque c'est quand même pour ça qu'un journal est fait. Jean-Yves Ricardel, vous êtes marié, vous avez un enfant, vous habitez Saint-Brieuc, et vous êtes fidèle lecteur du Télégramme de presse depuis 18 ans. Oui, depuis 18 ans, parce qu'en fait, au départ, je suis de l'Ille-et-Vilaine. J'habitais Redon, et il y avait un seul journal là-bas, pas le citer, Ouest France. Et en fait, quand je suis arrivé à Saint-Brieuc, j'ai eu un choix. Et c'est vrai qu'en lisant au début les deux journaux, très rapidement, j'ai préféré... prendre le Télégramme régulièrement. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a orienté ce choix? Il y a un ton, je pense, qui est plus convivial sur le Télégramme et je trouvais l'information plus juste, plus précise et plus plaisante en fait, quoi. Plus plaisante, ça veut dire quoi? Oui, bon, je sais pas, il y a des... Bon, c'est exemple là plus récent maintenant, mais on parle sur Saint-Brieuc, il y a une rubrique qui s'appelle le griffonnage. Bon, c'est vrai que tous les samedis, c'est très plaisant, le ton est courtois et plaisant. Bon, le concurrent fait... un article qui s'appelle Le pavé dans la mare, je trouve que c'est vraiment pavé dans la mare, quoi. Le ton est différent, quoi. Non, vous n'êtes pas du tout pour la polémique, pour l'accrochage, vous préférez quelque chose de plus convivial? Oui, finalement, puis bon, c'est vrai, comme disait monsieur tout à l'heure également, moi j'ai une vie associative sur Saint-Brieuc et on a un contact très très proche avec les journalistes. Bon, moi je connais bien Patrick Lenaine. C'est vrai qu'on a besoin de lui des fois pour des comptes rendus de réunions, d'informations. Ils sont toujours présents très rapidement. À un coup de fil, ils viennent, ils sont super sympas. C'est très très important. Et aussi, ce qui est important, c'est que il y a deux façons de lire un journal, c'est le lire avant ou le lire après. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un événement qui s'est passé. On peut se dire, bon tiens, finalement, c'était bien, c'est dommage, j'y étais pas.
Et l'avantage du télégramme, c'est qu'on sait qu'il y aura un événement qui va se produire et on peut y aller. Grâce à ça, moi j'ai vu beaucoup de choses. Il y a une chose aussi qui est très intéressante, c'est le magazine. Le magazine, pour moi, c'est une bible. C'est vrai qu'en fait, on sait ce qui va se passer pendant 8 jours, de mercredi au mercredi, sur toute la Bretagne quasiment. Et ça, je dis merci au télégramme, parce que vraiment, c'est une mine d'or pour les sorties. Moi, j'ai découvert des groupes, des chanteurs, des musiciens, des pièces de théâtre, et c'est vraiment super. Bah, dis donc, monsieur Couturier, s'il n'a pas un abonnement gratuit de 3 mois, celui-là, c'est vraiment que vous êtes... Non, mais franchement. attention, je précise que je n'ai pas d'abonnement. Bah alors, raison de plus. Non. Je vais prendre mon journal tous les jours chez mon buraliste préféré, j'y vais à côté, et c'est aussi une démarche qui est importante de la faire. Je préfère aller le chercher que de le recevoir. C'est encore mieux, je trouve. La démarche existe. Est-ce qu'il y a une politique un petit peu systématique de scoop? Est-ce que vous avez dans votre histoire ce que n'importe quel organe de presse, de ce dont il est fier, c'est-à-dire d'avoir déterré un scoop avant tous les autres On ne recherche pas systématiquement, on n'a pas cette politique, mais ça nous est arrivé. Hubert Coudurier, au cours de l'année qui vient de passer, a eu un scoop sur la Marine nationale qui nous a d'ailleurs valu un certain nombre d'ennuis. Lequel? Eh bien, c'était à propos du sous-marin, vous savez, qui avait coulé, et on a eu des informations qu'il a vérifiées, bien sûr, exploitées, et naturellement, ça n'a pas plu à la Marine, ce qui nous a valu des retours de bâton qui ne sont pas tout à fait dissipés encore. Ça, c'est le risque, mais ça, c'est une information qui a été reprise partout en France, dès le jour même où on l'a publié, mais vous savez, les journaux régionaux, on a des scoops, mais à l'échelle locale, quoi. On n'a pas des scoops tous les jours, malheureusement, sur le plan national. Les journalistes et les correspondants le cherchent un peu quand même à leur niveau? De quelque chose, on essaye de fouiller. De là à chercher le scoop, je pense qu'on peut pas vraiment le chercher quand on sait pas du tout de quel côté il va venir. Mais c'est vrai que la moindre petite information, on va chercher à décortiquer, à avoir des éléments pour la compléter, oui, effectivement. Marcel, vous vous rapportez comment à la presse dite nationale, qui est souvent une presse parisienne, point à la ligne, mais la France étant ce qu'elle est, la presse parisienne est dite nationale. Vous avez un petit complexe d'infériorité, vous trouvez que vous êtes finalement bien meilleur qu'elle, c'est pas la même chose? Non, on n'a vraiment aucun complexe d'infériorité. Je veux dire, première chose, je crois qu'on est aussi lourd en vente, par exemple, que Libération, donc je veux dire, ça pèse quand même quelque chose. Et deuxièmement, je pense qu'on se sent très bien, et l'avantage que l'on a, c'est cette proximité avec le lecteur et avec les décideurs régionaux qui nous permettent d'avoir une véracité directe de nos textes et d'aider au développement d'une région. Et ça, c'est très fort, de faire en sorte que cette région qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de difficultés, on peut l'aider. On a un sentiment je dirais, d'être impliqué dans notre région qui est beaucoup plus agréable que de travailler au niveau national. Et je dirais que de travailler dans les grandes histoires politiques actuellement, moi, ça ne m'excite pas trop. Et je dirais que d'essayer de lancer ou de pousser des projets régionaux, c'est quand même plus intéressant. Vous vous rapportez comment à la politique nationale? Vous en rendez compte au minimum? Ah non, on a une rubrique. On a pris un angle tout à fait différent d'un certain nombre de journaux, c'est-à-dire que les informations factuelles sont connues par la radio et la télévision. Donc, on a développé depuis de nombreuses années une politique de commentaires, et on a un panel de commentateurs. Hubert Coudurier dirige toute cette équipe-là, mais on a des noms comme Christine Claire, Marc Ullmann, Alain Johannes, qui nous font spécialement pour nous des papiers presque quotidiennement avec des commentaires tout à fait originaux et qui sont, on le sait, sont appréciés des lecteurs. Mais on consacre beaucoup de place à la politique, que certains même disent quelquefois trop. Écoutez, merci pour ce tour d'horizon, et puis évidemment on vous souhaite un joyeux anniversaire. Nous on a fêté nos 10 ans, vous fêtez vos 50 ans, il n'y a jamais que 40 ans d'écart, et puis on va se quitter, mais avant Martine Moléon, on va vous entendre faire le journal de l'emploi. Oui, alors là, donc il y a quand même des choses... Je vais m'efforcer de vous laisser un peu de temps, de ne pas vous faire galoper, comme d'habitude. Bon, d'accord. Bon, mais j'aurais peut-être pas dû vous le dire avant. Alors, donc on est à Ploemeur, mais Ploemeur du Finistère, parce qu'il paraît qu'il y a plusieurs Ploemeurs, donc c'est là où il y a les grandes plages, et on cherche là 4 moniteurs fédéraux de char à voile, parce qu'il faut avoir un diplôme de moniteur fédéral pour faire du char à voile, Alexandre, qui voulait le faire tout seul. Donc à Brest, on cherche 2 coiffeurs ou coiffeuses mixtes. C'est pas pour moi ça. Et très pas mixte? Non, je sais pas quoi faire. Très difficile à trouver, ça c'est un SOS. On cherche toujours à Brest un coupeur
de verre façonnier. C'est très difficile à trouver parce que c'est un métier très physique. Le verre, c'est très très lourd. On n'arrive pas à trouver. Donc voilà, si vous voulez vous installer. Une scierie de Plouigneau. Plouigneau, c'est tout près, ça? Tout près de Morlaix, c'est voilà. 10 km. 10 km de Morlaix. Donc fais-toi renseigner un peu là. Parce que... Recherche un apprenti, donc c'est pour préparer le CAP scierie. Pont-l'Abbé, c'est 95 km de Morlaix. Ça va? Sans doute. Sans doute. Donc on recherche un infirmier anesthésiste, évidemment diplômé d'État, à Dinan. Alors là, on change de département, mais on reste en Bretagne, c'est dans les Côtes-d'Armor. Une clinique recherche une infirmière, c'est pour la salle de réveil. Toujours dans les Côtes-d'Armor, il y faut. On cherche un fraiseur P3, c'est pour la fabrication de matériel d'outillage de précision, évidemment, un fraiseur. Et en Ille-et-Vilaine, à L'Heureux, un restaurant n'arrive pas à trouver un chef de cuisine pour préparer jusqu'à 400 couverts. Alors on revient tout près d'ici, à Châteauneuf-du-Fou. Tout près? C'est près de Carhaix, c'est dans le centre-Bretagne. Bon, d'accord. Combien? 50 km? Oui, bon. c'est 40. Et donc il est poli, mais pour lui, c'est pas tout près, tu vois. Oui, bon. Bon. C'est 10 minutes en barque. Et donc, pour s'intéresser à une des choses très, très importantes de la région, le saumon. Voilà. Parce qu'en ce moment, là, il y a vraiment urgence. On cherche, c'est Bretagne Saumon qui cherche 50 fileteurs de saumon. Parce que c'est un métier, fileteur de saumon. Il faut faire les filets de saumon, il faut les préparer. Donc, soit vous êtes formé parce que vous habitez dans la région et évidemment le saumon, ça vous connaît, soit on vous forme sur le tas. Et en plus, comme c'est les commandes de Noël, alors ça c'est des emplois à long terme, et comme c'est les vacances de Noël, on cherche tout de suite pour novembre et décembre 50 personnes pour préparer les commandes, donc pour travailler au salage, dessalage, tranchage, emballage du saumon. Et puis alors après le saumon, une des choses très importantes dans la région, c'est le golf, parce que c'est la première région de France ça se partage avec le Pays Basque. Il y a 36 terrains de golf ici en Bretagne, et donc on a besoin de personnel pour entretenir les terrains de golf. Alors c'est pas parce qu'on est jardinier qu'on va pouvoir comme ça improviser donc pour travailler sur un terrain de golf. Donc on vous propose une formation rémunérée qui va avoir lieu à Kerplouz, dans le Morbihan, donc elle est totalement rémunérée. Et évidemment, derrière la formation qui dure quand même 1 an, il y a évidemment une place assurée dans ces 36 terrains de golf de la Bretagne. Alors vous rappelez, chaque semaine où on va, si on trouve une association qui aide les chômeurs, on leur propose un numéro de Minitel gratuit. Donc là, c'est l'association, le comité des chômeurs de Brest, qui est 56 rue Saint-Marc, qui s'est manifesté. Donc, vous leur téléphonez au 98 43 16 81, ou vous leur écrivez, vous allez les voir dès lundi, et désormais tout le temps, pas que pour l'opération, bien toutes les personnes qui vont chez eux auront accès gratuitement à toutes les informations, elles n'auront pas besoin de faire le Minitel, mais c'est que pour les gens du département, parce qu'évidemment pour le reste, ne les encombrez pas et adressez-vous directement, nous, à notre numéro de téléphone au Minitel. Voilà. Merci Martine Moléon. Il me reste juste le temps de vous dire un petit peu ce que sera le sommaire de la semaine prochaine pour la grande famille, si tant est que l'actualité ne nous contraigne pas à en changer, comme on l'a fait cette semaine avec les surveillants de prison. Lundi, on parlera de l'histoire en famille. C'est une initiative d'un enseignant qui a fait raconter à des enfants de la banlieue parisienne leur propre histoire liée à la grande histoire qui traversait leur vie avec des petits immigrés, etc. Vous verrez, c'est tout à fait étonnant. Mardi, 2 sujets. Je ne veux pas d'enfants et j'achète tout par correspondance. N'y voyez aucune malice dans le rapprochement des 2 sujets. Mercredi, une émission tout entière musicale consacrée au gospel et negro spirituals. Jeudi, les chiens guides d'aveugles, comment on les forme, comment on les dresse. Et puis un sujet un petit peu chaud, je n'aime que les préliminaires. Et vendredi, nous serons à Dradignan. Vous savez que le sud et le sud-est notamment ont subi de très très graves inondations. On sera dans une caserne de pompiers. On parlera de la sécurité civile et des secours avec ceux qui la pratiquent, et qui sont, comme on le dit, des héros, mais souvent des héros méconnus. Voilà, ça c'est le sommaire de la grande famille pour la semaine prochaine. Demain, je recevrai Jacques Toubon et on parlera de l'illettrisme à l'hebdo en clair sur Canal à 19h. Je serai tout à l'heure à Europe sur Découverte sur un bateau de la marine, donc j'essaierai de régler un petit peu votre différend avec le télégramme de Brest. Et puis ce soir, mes camarades de NPA recevront Laurent Voulzy. Vous savez vraiment tout. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Hey!